Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous, et pour les recevoir, il vous suffit de vous abonner directement à ma newsletter sur lemanalshow.com. Dans cet entretien, j'ai rencontré Pascal Legrand, un expert en coaching et en formation avec plus de 30 années d'expérience derrière lui. On parle de PNL, programmation neurolinguistique, de personnalité, de communication et plein d'autres sujets passionnants qui vont nous aider à mieux nous connaître pour améliorer nos relations avec les autres. Pascal Legrand est une référence dans son domaine. Il est sollicité par de grandes entreprises et même en étant aujourd'hui à la retraite, il continue de travailler par passion et par conviction. J'aurais pu passer encore des heures à lui poser des tas de questions et vous allez voir que ses réponses sont d'une grande richesse. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. À l'heure où la technologie est omniprésente dans nos vies, lui, il a fait le choix de privilégier l'humain et toutes ses capacités. On peut dire qu'il est précurseur en France dans la notion de programmation neurolinguistique, communément appelée PNL, un concept passionnant qui permet de reprogrammer son cerveau de sorte à dépasser ses limites. Comment utiliser son potentiel et son intelligence pour connaître le succès, mieux communiquer et améliorer ses relations avec les autres? C'est pour atteindre ces objectifs ambitieux que de grandes entreprises font appel à ses services comme Chanel, Total, le groupe Bouygues ou encore France Télévisions. Son parcours est impressionnant par la diversité et la qualité de ses activités. Conseil, coaching et même formation, il est une référence et affirme son style dans un domaine qui peut paraître complexe, avec beaucoup de bienveillance, de professionnalisme et d'humour qui font sa marque de fabrique. Avec 20 certifications et plus de 30 années d'expertise, il ne cesse de développer ses talents et partage généreusement de précieux enseignements en rédigeant plusieurs livres sur le développement personnel. Malgré un emploi du temps très chargé, il a accepté de répondre à mes questions. Pascal Legrand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Alors Pascal, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Eh bien écoutez, je crois que la première réponse qui me vient, c'est la passion. Je crois que c'est le fil conducteur, le fil rouge de ma carrière. La passion de rencontrer les gens, la passion de travailler avec des partenaires et la passion d'apprendre. Apprendre pour moi et apprendre aux autres. Oui, donc la passion, c'est hyper important, c'est vrai, mais je commence toutes mes interventions, toutes mes interviews en posant la question du pourquoi, parce que définir un objectif de vie, c'est essentiel. C'est ce que les anglo-saxons appellent le purpose. Vous, à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans le développement personnel? Quel a été le déclic? C'est une longue histoire. En fait, c'est une succession de hasards de rencontres et de motivations cachées. C'est qu'après plusieurs années seulement, que j'ai pris conscience de ce que je voulais faire. Quand j'ai démarré ma carrière, j'étais intéressé en toile de fond, à la fois par l'enseignement et à la fois par la psychologie. Et le hasard des rencontres professionnelles et personnelles a fait que j'ai appris mon métier de formateur petit à petit avec des gens qui étaient rompus au métier.
Et puis, petit à petit, je me suis lancé, d'abord comme salarié de différents cabinets privés, et ensuite avec ma propre entreprise. Vous parlez de motivation cachée, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Disons que pour moi, motivation cachée, je n'étais pas vraiment conscient de ce que je voulais faire. C'est en faisant les choses que les motivations ont émergé. Je vous disais donc, avant de commencer à travailler, j'étais encore au collège, j'avais une vague idée de faire de l'enseignement. Alors c'est venu comment ? Parce que quand j'étais en terminale, l'organisation du collège prévoyait que nous puissions former des plus jeunes que nous, des collègues de troisième, seconde ou première. Et alors, bon, voilà, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Et lorsque j'ai commencé à travailler, donc l'histoire est fait que j'ai eu mon baccalauréat le 30 juin et que le 1er juillet, j'étais à l'usine, parce que mon papa m'avait dit « c'est bien, tu es arrivé au bout de tes études, maintenant tu travailles ». Alors quand j'ai commencé à travailler en usine, loin de moi l'idée de faire de l'enseignement ou d'apprendre la psychologie. Et donc le hasard des choses a fait que j'ai rencontré mon patron de l'époque qui venait de découvrir une approche révolutionnaire en France qui s'appelait l'analyse transactionnelle. Il a partagé ça avec moi, j'ai dit mais ça m'intéresse beaucoup, voilà la psychologie qui m'intéresse, c'est du côté pratique, intéressant, ça rend compte du fonctionnement entre les personnes. Et voilà, j'ai commencé un cycle de formation de plusieurs années à l'analyse transactionnelle, c'était mon premier amour professionnel, j'allais dire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est à cette époque-là qu'est émergée une conscientisation de mes motivations, à savoir m'intéresser aux personnes et travailler avec elles. Le fait d'expérimenter beaucoup de choses, de vivre vos propres expériences en tout cas, c'est ce qui vous a permis d'arriver jusqu'à ce que vous faites aujourd'hui. Oui, là encore, c'est un périple de plusieurs années qui, j'espère, n'est pas totalement terminé. Voilà, après, vous citiez la PNL, c'était une deuxième découverte dans ma vie professionnelle. Justement, on va en parler. Oui. Vous pratiquez effectivement ce qu'on appelle la PNL aujourd'hui, la programmation en neurolinguistique. C'est un nom qui peut paraître un peu barbare, hein. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste concrètement ? Alors, concrètement, pourquoi on appelle ça programmation neurolinguistique ? Parce que programmation, ça renvoie à le fonctionnement de notre cerveau. Nous avons des programmes de pensée, de croyances, des programmes d'émotions qui font que nous allons pouvoir faire face ou non à ce qui nous arrive dans la vie quotidienne. Neuro, parce que ça passe par une activité neurologique, et linguistique, parce que ça se transmet par le langage. Les mots et aussi le paraverbal, le ton, les attitudes, les gestes, etc. Alors concrètement, de quelle manière vous aidez les gens, que ce soit des particuliers ou des professionnels ? Alors moi je travaille uniquement avec les entreprises. Alors comment je les accompagne ? Alors bon, en gros j'ai 3 types de demandes auxquelles faire face. Une première demande, c'est souvent ce qui vient de la part de comités de direction ou d'équipes projet à haut niveau qui souhaitent faire évoluer leur stratégie, leur vision, leurs objectifs à long terme en matière de business et d'organisation interne. Voilà, donc là c'est plutôt de l'accompagnement stratégique, ce qui fait que j'accompagne depuis de nombreuses années les équipes de direction des entreprises publiques et privées. Une deuxième demande, c'est peut-être encore plus courant, c'est quand une personne, une équipe rencontre un problème qu'il ou elle n'arrive pas à régler. Voilà, ce qu'on appelle le coaching de résolution ou l'accompagnement de résolution. Et là, ça passe par la mise en place d'un certain nombre d'outils, par exemple des outils concernant la résolution des conflits, concernant l'amélioration de la résilience professionnelle. Voilà, ça c'est une deuxième demande. Puis la troisième demande, c'est d'accompagner les personnes ou les groupes d'un stade à un autre. Par exemple, c'est une personne qui est cadre fonctionnel d'une petite équipe de 3 ou 4 personnes et qui va devenir manager opérationnel d'une équipe de 30 ou 40 personnes. C'est pas le même métier. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une mission que vous avez faite récemment ? Écoutez, oui, je vais prendre un exemple récent qui d'ailleurs se poursuit encore aujourd'hui. C'est un exemple que j'ai commencé il y a maintenant 18 mois. Il s'agit d'une communauté de communes qui regroupe 33 communes différentes. Et le point de départ de ça, c'est une équipe de direction qui n'est pas structurée. Le directeur général des services n'est pas encore totalement en place. Les 2 précédents n'ont pas fait l'affaire. Il y a des tiraillements, des conflits de pouvoir au sein de cette équipe de direction. Et donc, tout a commencé par un diagnostic
à partir d'interviews des uns et des autres, puis d'un ensemble de séminaires visant la cohésion de l'équipe de direction et un projet commun. Voilà. Et 18 mois après, cette équipe tourne bien. Et maintenant, nous passons au deuxième niveau des comment associer l'encadrement intermédiaire au projet de l'équipe de direction. C'est ce qui va arriver dans un mois. Donc pour aider cette équipe, vous mettez en place des séminaires, du coaching, qui va leur permettre d'améliorer leurs relations. C'est un mix de 3 approches. Ce que moi j'appelle accompagnement, ça peut passer par un diagnostic, donc des interviews qui permettent de recueillir les perceptions des gens sur la situation actuelle et sur ce qu'il faudrait mettre en place pour que ça marche bien. Ça passe par des apports de techniques, donc des formations courtes et opérationnelles. Et ça passe aussi par ce qu'on appelle couramment le coaching maintenant, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes, les équipes s'appuient sur leurs ressources pour définir leur projet. Donc c'est un mix des 3. D'accord. Alors j'ai lu en préparant cette émission à plusieurs reprises sur le web que la PNL peut être considérée comme une technique de manipulation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, manipulation ? Alors, tout dépend de savoir ce qu'on entend par manipulation. Tout le monde manipule. La PNL n'a pas attendu de fonctionner pour que les manipulateurs commencent à exercer leur manipulation. Alors moi je vais me reposer sur ce qu'un de mes confrères français définit comme manipulation. Il dit qu'il y a 3 types de manipulation. Il y a la manipulation positive, c'est-à-dire qu'on va plutôt appeler l'influence, c'est-à-dire lorsque, par exemple, un père de famille explique quelque chose à son petit garçon que c'est important pour lui de se brosser les dents tous les soirs, c'est une forme de manipulation positive. Quand il s'agit de poser de bonnes questions pour qu'une personne trouve ses réponses à un problème, on peut considérer que c'est la manipulation positive, parce que ça va dans le bon sens, c'est dans les intérêts du client et de l'entreprise qui l'emploie. Après, vous avez une deuxième forme de manipulation qui est plutôt une manipulation négative. Vous savez, c'est l'histoire du pique-assiette qui va vous emprunter 50 €, vous promettre que et jamais il vous les rendra, ou c'est celui qui va vous inviter chez vous pour manger plusieurs fois dans la semaine en vous évitant en vous expliquant qu'il a des difficultés de ceci ou cela. Voilà, c'est des manipulations de pouvoir dans les entreprises, les jeux d'influence, etc., qu'on rencontre dans toute structure. Et puis, il y a une troisième type de manipulation qui est une manipulation extrêmement dangereuse et toxique. Ce que mon confrère appelle les manipulateurs, c'est la personne qui cherche à détruire l'autre. C'est typiquement le pervers narcissique dans l'entreprise qui cherche à appuyer son pouvoir en détruisant les autres. Voilà, alors je dirais, peut-être ça choquera certains de mes auditeurs, que je me considère comme un manipulateur positif, c'est-à-dire que j'emmène les personnes vers les objectifs qu'elles se sont fixés dans son intérêt, et voilà. Oui, il y a un côté bienveillant pour aider l'autre, en fait, à atteindre son objectif. Tout est une question d'éthique et de déontologie. Si on a une éthique, une déontologie positive, si le contrat est très clair entre vous et le client, alors on va plutôt parler de manipulation positive et d'influence. Et vous, quels sont les problèmes récurrents que vous rencontrez ? Au jour d'aujourd'hui, et c'est ma passion, c'est la difficulté qu'ont les équipes à travailler ensemble. Pour diverses raisons. Parce que les équipes sont constituées de personnalités différentes et que les gens ne sont pas toujours conscients de ce sur quoi reposent les différences. Vous avez par exemple des personnes qui fonctionnent à la pensée logique et factuelle, vous avez des autres qui fonctionnent au système d'opinion, vous avez des autres qui fonctionnent à l'action ou aux émotions. Et tout ce petit monde-là, très complémentaire, a de la difficulté à travailler ensemble. Donc en s'appuyant sur des techniques de communication comme process communication par exemple, ça permet aux gens de prendre conscience des différences et d'apprendre à travailler ensemble avec leurs différences. Ça, c'est une première difficulté. Et la deuxième difficulté que je rencontre souvent, c'est la gestion, ce qu'on appelle des conflits, c'est-à-dire les désaccords, les malentendus, les tensions qui existent dans toute équipe et qui ne sont pas bien gérées. Et du coup, ces malentendus mal gérés se transforment en conflits. Voilà. Et puis une troisième catégorie de problèmes, mais qui est plus une histoire de psychologie ou de psychopathologie, ça peut être des managers, certains dirigeants qui ont des problèmes personnels, de déséquilibre personnel, à la limite de la pathologie, qui peuvent conduire les groupes aux échecs. Quels sont les différents types de personnalités qui existent ?
Alors, si on prend comme cadre de référence un outil comme Process Communication ou un autre outil qu'on appelle Comcolors, ce sont des modèles basés sur 6 types de personnalités, en sachant qu'aucun de ces 6 types n'est ni meilleur ni pire qu'un autre, et que nous sommes un montage nous-mêmes des 6 types, avec des choses stables pour toute la vie, et des choses qui peuvent évoluer avec les tranches de vie ou les difficultés de stress importants que nous rencontrons dans l'existence. Voilà, donc chaque type de personnalité... Ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez nous dire quels sont ces 6 types de personnalités, justement ? Bon, écoutez, oui, avec plaisir. D'accord. Écoutez, on va parler, par exemple, si on prend comme cadre de référence la process communication, on va parler des types empathiques. Ce sont des gens compatissants, chaleureux, sensibles, qui sont tournés vers la relation. Et puis, ma foi, ce sont des gens qui ont comme idée que si les relations sont bonnes, on fera du bon travail. Donc, ce sont des gens qui ont comme cadre de référence les émotions, les sentiments, les ressentis. Ensuite, vous avez un autre type de personnalité qu'on appelle le type penseur. Ce sont des gens qui sont organisés, logiques, responsables, très bosseurs. Et l'idée sous-jacente de ce type de personnalité, c'est si on a une bonne organisation, si les gens sont compétents, alors nous atteindrons les objectifs. Donc ce sont des gens qui sont des esprits cartésiens et logiques et qui cherchent à travailler d'une façon rationnelle. Après, vous avez un troisième type de personnalité qu'on appelle le type persévérant, dans le cadre de référence process communication. Ce sont des gens qui sont observateurs, consciencieux, dévoués, très attachés à des convictions, à des opinions fortes. Et l'idée des types persévérants est que pour faire du bon travail, il faut avoir des valeurs partagées, il faut être reconnu pour ses convictions et être missionné. Ce sont des gens qui ont une vision, une stratégie et qui attendent que les autres soient aussi impliqués qu'eux. Un quatrième type de personnalité qu'on appelle le type imagineur, ce sont des gens calmes, dévoués, tranquilles, qui ont une vision globale de la situation et qui fonctionnent bien quand ils reçoivent des directives claires et ensuite qu'on leur laisse du temps et de la tranquillité pour fonctionner à leur propre rythme. C'est typiquement le profil de l'expert dans les fonctions support ou le chercheur, par exemple. D'accord. Ce ne sont pas des gens qui sont de grands communicateurs, mais quand on sait s'adresser à eux, on a souvent de bonnes idées nouvelles pour faire avancer l'équipe. Après, vous avez un promoteur. Alors, ce sont des gens qui sont très tournés sur l'action. Le résultat immédiat, ce sont des gens qui fonctionnent à l'adrénaline, qui aiment bien le défi, le challenge, la compétition. On va les trouver beaucoup dans les forces commerciales offensives, dans les gens qui font du développement. L'idée pour les personnes de type promoteur, c'est l'action avec résultat immédiat. Alors, ce sont souvent des gens qui peuvent se montrer impatients quand les décisions ne sont pas prises assez vite. Et ce sont d'excellents moteurs d'innovation dans les entreprises. Et enfin, on va parler du type rebelle. Ce sont des gens spontanés, créatifs, ludiques, qui ont comme idée que pour travailler sérieusement, il ne faut pas se prendre au sérieux et que s'amuser en travaillant est une motivation importante. Ce sont des as de la créativité, du système D et du politiquement incorrect. Voilà, donc nous sommes un montage de ces types de personnalités avec une dominante que nous allons appeler la base en process communication et une motivation actuelle qu'on va appeler la phase. Merci beaucoup, mais vraiment, je le disais, moi, ça me passionne vraiment cette notion de personnalité. J'ai plusieurs questions à vous poser à ce sujet. La première, c'est est-ce que toutes ces personnalités peuvent cohabiter ensemble ou pas ? Oui et non. Alors, spontanément, certains types de personnalités ont de la difficulté à fonctionner ensemble. Si vous prenez par exemple un type penseur, rationnel et cartésien, il va considérer qu'un type empathique est trop dans ses émotions, il va dire lui avec ses états d'âme, on va pas faire avancer les choses. Et puis le type empathique va trouver le type penseur trop froid et distant, ne parlant que de travail et pas suffisamment relation. Alors voilà, au premier abord il peut y avoir un choc des contrastes et pourtant si on apprend aux gens à expliquer comment l'autre fonctionne, alors ils seront remarquablement complémentaires. Alors le fait qu'il y ait ces 6 types de personnalités, est-ce que c'est ça qui génère la plupart des conflits entre les gens ? Alors les conflits ont plusieurs origines. Si on prend des conflits d'origine relationnelle, oui, les types de personnalités ou les différences entre les types de personnalités peuvent générer des conflits ou des malentendus. Et il peut y avoir des conflits d'origine organisationnelle.
Si par exemple les objectifs sont pas bien définis, si les missions des uns et des autres ne sont pas bien définies, ça peut générer aussi des conflits. D'une façon générale, je dirais que tout n'est pas psychologique. Il y a aussi des choses purement matérielles. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas les moyens pour travailler ou l'outillage pour travailler, ça va aussi générer des conflits. Donc, oui, comme disait Sigmund Freud lui-même, tout n'est pas psychologique. Mais justement, pour pouvoir améliorer les relations avec les autres, il faut d'abord se connaître soi-même. Comment chacun, à notre niveau, on peut déterminer quel type de personnalité on est? Alors, oui, je suis d'accord sur le fait que tout progrès d'une personne ou d'une équipe passe par la conscience de soi. La conscience de soi amène la gestion de soi et donc l'amélioration des relations. Pour permettre la prise de conscience de qui nous sommes, et à ce moment-là, on va dire que pour réussir, c'est important de s'accepter comme nous sommes, et non pas comme nous devrions être, nous pensons être. La différente méthode passe par la passation d'un questionnaire d'inventaire de personnalité, ça n'est pas un test, qui permet d'avoir une photographie de son type de personnalité, dominant et secondaire. Moi, j'ai l'impression que les gens ne se connaissent pas assez bien, en fait. Pourtant, c'est très, très important de bien se connaître. Oui, c'est souvent, quand je me souviens de différents exemples que j'ai en tête récents, vous avez des personnes qui ont déjà réfléchi sur eux, qui ne sont pas surpris des résultats de l'inventaire de personnalité. Et souvent, l'inventaire de personnalité permet de mettre des mots sur ce que la personne avait déjà pressenti ou analysé. Et puis, vous avez des gens qui tombent de la chaise parce qu'ils ne se reconnaissent pas forcément dans l'inventaire de personnalité. Et les gens du groupe disent « si, c'est ce qu'on voit chez vous ». Alors voilà, donc il y a une prise de conscience qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours immédiate, parfois ça demande un petit temps. Et en même temps, oui, ça conduit à une meilleure conscience de soi, une meilleure gestion de soi et surtout la compréhension des problèmes répétitifs que nous pouvons avoir. Tout à fait. Parmi les 6 personnalités que vous avez citées, lesquelles vous retrouvez le plus souvent ? Tout dépend des entreprises. Si nous avons des équipes commerciales classiques, on va retrouver plus souvent des dynamiques de type promoteur ou rebelle, qui sont des gens tournés sur la relation, sur le défi, le challenge, le travail en équipe. Si nous avons des entreprises plutôt industrielles, on va trouver plutôt des types penseurs ou persévérants comme managers. Et en même temps, loin de moi l'idée de dire qu'il faut tel profil pour être bon manager. On peut trouver des managers dans n'importe quel type de personnalité. Tout va dépendre du contexte, de ce qu'il y a à faire. Moi, je me pose cette question, je me dis, est-ce qu'on peut être les 6 types de personnalités en même temps, ou du moins avoir une personnalité qui prend le dessus selon les situations qu'on vit dans sa vie? En effet, nous sommes un mix des 6 types de personnalités. Nous avons les 6, et avec une quantité différente à un moment T. Alors, d'une façon générale, ces modèles que je viens de vous décrire rapidement, on dit qu'il y a une personnalité dominante. Alors en PCM, on appelle ça la base, en ComColors, on appelle ça la couleur dominante. C'est le type de personnalité qui est le plus ancien chez nous, qui va émerger assez tôt dans l'enfance et qui ne changera pas, d'après les études statistiques. C'est la personnalité qui est constituée des valeurs et de l'environnement qu'on a eu quand on était enfant ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a probablement l'éducation, et même certainement que l'éducation que nous avons reçue, et puis sans doute une part que nous appellerons innée, même si le débat entre l'inné et l'acquis n'est pas terminé. Mais nous avons quelque chose qui émerge assez tôt, donc quelque chose qui est en nous-mêmes et qui va ensuite se développer. Et puis après, il va y avoir des changements, parce que les sources de motivation peuvent changer avec les choses de la vie, et ça va être la motivation qui nous donne envie de nous lever le matin. Et lorsque cette motivation n'est pas satisfaite, on va avoir l'explication des comportements sous stress, donc des comportements négatifs. Prenons un exemple. Si vous avez par exemple un type penseur qui a besoin d'être reconnu pour son travail, pour ses compétences, pour la structuration, notamment la structuration du temps, s'il n'a pas satisfaction de ce besoin en entreprise, alors probablement on va avoir apparaître d'une façon quasi automatique des comportements de perfectionnisme, inconscient, avec l'idée que si j'en fais encore plus, comme ça, enfin, ils vont me reconnaître dans mon travail. Vous voyez, c'est typiquement dans le film Les Petits Mouchoirs, la personne qui passe la tondeuse le dimanche matin, alors que tout le monde a envie de faire la grasse matinée. Puis, si ce perfectionnisme ne donne pas les résultats, alors peut-être qu'on verra le type penseur se sentir frustré de ne pas être reconnu et attaquer les autres qui, de son point de vue, ne travaillent pas assez bien et assez vite.
ou ne sont pas suffisamment organisés. Alors ce type de comportement, on va le trouver fréquemment chez certains managers. Vous, Pascal, quel type de personnalité vous avez? Si je prends la grille de lecture process communication que je connais bien, je dirais mon type de personnalité de base, c'est le type travailloman. Comme ça, on comprendra pourquoi je travaille encore à 66 ans et avec passion et avec plaisir. Ah oui, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, on dit en anglais workaholic, hein, c'est ça? Exactement. Même si le terme workaholic peut être parfois vécu négativement, parce que nous, les travailloman, il n'y a pas que le boulot, hein, il y a aussi toute forme d'organisation, planification qui peut nous intéresser ou développer nos compétences en allant en formation. Du moins d'être toujours en action, d'être toujours occupé à faire quelque chose. Oui, tout à fait. Le type travailloman, même quand il est en vacances, il va planifier sa journée. Enfin, pas tous, mais une grande partie. Et puis ma phase, donc ma source de motivation actuelle, c'est le type rebelle. Alors, type rebelle, c'est s'amuser en travaillant, avoir du contact avec des gens, travailler avec des situations, dans des situations variées, et surtout me sentir libre de faire comme j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de faire. C'est sans doute une des motivations fondamentales pour lesquelles maintenant, depuis 5 ans, je suis à la tête de ma propre entreprise. Vous, à titre personnel, quels sont les domaines sur lesquels vous avez travaillé pour vous améliorer et devenir une meilleure version de vous-même? Je crois que le premier étage de ma fusée développement personnel, ça a été l'analyse transactionnelle pendant 6 ans à l'Institut français d'analyse transactionnelle dans le champ clinique, car il y avait en plus des cours, des séminaires et des ateliers, un travail obligatoire de développement personnel, notamment en travaillant sur certaines croyances limitantes. Ce qu'on appelle une croyance limitante, c'est avoir une idée fermée sur certaines choses, qui peut du coup entraîner des comportements stériles. Et puis après, ma foi, au travers des différentes autres approches, là encore, j'ai mis d'autres pierres à mon édifice. Je crois que le travail de développement personnel, au fond, n'est jamais terminé. Il y a toujours des petites retouches à faire, et en même temps, nous sommes, vous et moi, des êtres humains, donc acceptons l'idée que nous ne soyons pas parfaits de ce point de vue-là. Le développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui est en vogue en ce moment, qu'on voit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les gens parlent beaucoup de développement personnel. Vous, c'est quelque chose à laquelle vous êtes intéressé il y a déjà quelques années. Que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment, justement, autour de tout ça ? Alors, moi, ce que je constate chez mes clients, que nombre d'entreprises ou nombre de cadres dirigeants s'intéressent au développement personnel, ce qui explique d'ailleurs que nombre d'entre eux commandent des actions de coaching de développement personnel pour améliorer leur comportement, améliorer leur motivation, trouver leur voie. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui est encore plus important que le développement personnel aujourd'hui, c'est le savoir agir ensemble. Les entreprises, de par leurs nouvelles organisations, dans les organisations transversales par exemple, font que des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble doivent travailler ensemble. On parlait des équipes de direction tout à l'heure, mais vous avez des équipes projets où on va mettre autour de la table un informaticien, un comptable et un responsable de production. Ces gens-là, jusqu'à présent, n'avaient pas l'occasion de se rencontrer, hormis le sapin de Noël une fois par an. Aujourd'hui, ils ont à travailler ensemble pour atteindre des objectifs. Et outre le fait qu'ils aient des personnalités différentes, aujourd'hui, ils ont des métiers différents, des objectifs différents, des enjeux différents. Et tous ces gens-là doivent travailler ensemble. Me semble-t-il, mais c'est ma perception, une des grandes priorités aujourd'hui des entreprises, c'est le savoir agir ensemble. Le savoir agir ensemble, moi, ça c'est très important. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre thématique que moi, dont j'ai beaucoup parlé dans l'émission et qui revient beaucoup, c'est la thématique du bonheur, qui est aussi en vogue en ce moment, puisque les gens cherchent à être heureux, et nous, en France, on a encore pas mal de chemin à parcourir, puisque des études montrent qu'en moyenne, 1 Français sur 2 se dit être malheureux. C'est quand même énorme. Oui. Le fait de maîtriser ces codes-là, est-ce que ça peut nous aider justement à être plus épanouis ? De fait, oui. Maintenant, là encore, tout dépend de ce qu'on définira par le bonheur. Je crois que si les gens arrivaient à donner un sens à leur vie au travers de leur activité professionnelle, si leur activité professionnelle pouvait répondre à nourrir leurs propres besoins psychologiques, en plus des besoins matériels, et surtout à ne pas laisser les conflits s'envenimer, parce que je crois que ce qui aujourd'hui génère beaucoup de stress
et de malheur au travail, ou de non-satisfaction, c'est les conflits non gérés. Les conflits, les relations avec les autres, ça c'est vraiment très important. Quelles sont les habitudes que nous devons adopter chacun à notre niveau pour améliorer nos interactions avec les autres, d'ailleurs que ce soit dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle? Alors, toute personne a, alors ça c'est des études qui ont été réalisées ces 10 dernières années, ont ce qu'on appelle en nous-mêmes, nous avons des comportements constructifs et des comportements destructifs. Destructifs, oui. Qu'est-ce qu'on appelle un comportement constructif? Les chercheurs en université en ont délimité 6 ou 7. Ce sont des comportements qui nous permettent soit d'éviter que le conflit s'envenime, parce qu'il y a des degrés de conflit, soit de trouver des solutions au conflit. Exemple de comportement constructif, savoir temporiser, ne pas savoir réagir à chaud et s'emballer, et prendre du temps pour réfléchir avant de proposer quelque chose à son interlocuteur. Nous avons aussi en nous-mêmes des comportements destructifs. Ce sont des comportements qui, à l'insu de notre plein gré, dirait le coureur cycliste bien connu, font que les conflits vont s'envenimer ou perdurer. Et puis, il y a un troisième paramètre que les chercheurs ont fait apparaître, ce sont les déclencheurs de conflits, ce que les Américains appellent les hot buttons, les boutons rouges, on appuie dessus et c'est parti. Je crois qu'une personne a besoin, là encore, il existe un test qu'on appelle le Conflict Dynamic Profile, qui permet d'avoir une photo à un moment donné de ces comportements constructifs et destructifs et de ces déclencheurs de conflits. Je crois que il n'y a pas beaucoup d'entreprises, au fond, qui ont permis aux managers, aux commerciaux de savoir développer leurs compétences conflits. Alors que 80-85% des gens sont confrontés au conflit et ça peut générer, comme vous le disiez tout à l'heure, de la souffrance au travail. Quels sont les principaux blocages que vous avez constatés dans la majorité des cas? On peut prendre par exemple des personnes qui travaillent au quotidien sans savoir pourquoi. Le fameux pourquoi. Où est-ce qu'on va? Pourquoi on y va? Donc vous avez des gens qui travaillent le nez dans le guidon et ne savent pas vraiment pourquoi ils le font. C'est une source d'usure, de fatigue, de stress. Et puis, quelque chose qui est très fréquent dans les entreprises, c'est la charge de travail. La pression de la concurrence, la pression des fournisseurs, la pression des délais, la pression de l'administration. Voilà, là aussi, ça génère des difficultés de vie au travail. Tout ça, ce sont vraiment des éléments très importants que j'ai moi-même vécu en étant en entreprise. Alors, du coup, quelles sont les bonnes habitudes à mettre en place, à adopter pour éviter d'en arriver là et améliorer notre qualité de vie au travail? Alors, je mettrais en numéro 1 la notion de cohésion d'équipe, c'est-à-dire le fait que l'équipe partage, je dirais, l'objectif qu'elle doit atteindre, les moyens qu'il doit y avoir pour mettre en œuvre. Moi, j'ai une phrase que je cite souvent quand je travaille avec des équipes de direction. Je leur dis, vous, les équipes de direction, votre travail, c'est de donner la direction. Et puis de dire quelle est votre vision et quels sont les grands objectifs. Et ensuite, ma phrase un peu brute de fonderie, c'est « foutez la paix aux opérationnels ». Laissez donc les opérationnels définir la meilleure organisation qui soit pour atteindre les objectifs. Ce qui va générer de la confusion des gens, c'est quand les équipes de direction se mettent à vouloir tout organiser. Alors que les gens sur les postes de travail sont des gens expérimentés et intelligents, et si on leur laisse la possibilité de définir eux-mêmes l'organisation et les méthodes pour le faire, en général, on a de très très bonnes surprises dans les résultats. Même si on a, je le disais, beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là, on constate quand même une évolution parce qu'on commence à beaucoup plus en parler. C'est vraiment des thématiques qui intéressent de plus en plus les gens. Est-ce que vous constatez un changement plutôt positif? Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus? Alors, ça sera sans doute un optimisme réaliste. L'optimisme est une qualité chez un consultant et aussi un dirigeant, mais un optimisme réaliste. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises dépasse le développement personnel. Il y a aussi des contraintes économiques internationales, des législations européennes contraignantes qui font que nous devons nous adapter et les entreprises doivent s'adapter au changement. C'est quelque chose qui aujourd'hui est prioritaire, l'adaptation. Il y a un de mes confrères qui est enseignant-chercheur à l'école de management de Grenoble, qui a développé un concept il y a une dizaine d'années très intéressant, qu'il appelle l'agilité des organisations.
Il définit l'agilité des organisations comme la capacité à anticiper, comme la capacité à innover et la capacité à coopérer. Ben, je dirais, voilà quelque chose d'intéressant pour les entreprises à développer. Est-ce que vous inspirez justement des études qui ont été faites à l'international, à l'étranger, comme dans les pays anglo-saxons? Oui, c'est un grand classique, je dirais, de regarder comment nos confrères et amis anglo-saxons procèdent. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler de nombreuses années avec des enseignants-chercheurs aux États-Unis. Également des gens très performants au Canada. Et j'ajoute qu'en France, nous avons aussi des gens de très grande qualité qui font des recherches dans les universités françaises ou des grandes écoles de commerce. Nous avons d'excellents sociologues en France. Peut-être que les Américains ont parfois d'excellents psychologues. Nous avons d'excellents sociologues. Je crois que c'est intéressant de prendre ici ou là des choses intéressantes et de pas, je dirais, de pas retenir qu'une seule méthode, qu'un seul outil. Moi, je suis un ardent défenseur de la pluridisciplinarité. Voilà pourquoi je me suis formé dans une vingtaine d'approches aujourd'hui. Et je pense qu'il y en a encore d'autres qui m'intéressent parce que je suis quelqu'un de gourmand. Je crois que, voilà, si on a comme seul outil un marteau, c'est fou le nombre de choses qui ressemblent à des clous. C'est vrai. En tout cas, c'est une belle image. Quelles sont les personnes qui vous inspirent? Les dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut un sacré courage, que certains appelleront peut-être du culot ou de l'inconscience. Il faut un sacré courage pour aujourd'hui créer son entreprise. Et donc, moi, les dirigeants qui ont ce courage-là, qui arrivent à obtenir des résultats dans la durée, avec les gens et pas contre les gens, moi, ces gens-là m'inspirent beaucoup. Et justement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui écoutent le Manal Show. Quels conseils vous pourrez leur donner ? Quand je travaille avec des entrepreneurs, je leur dis assez souvent que c'est important pour eux de développer leur résilience en environnement professionnel. La résilience, c'est la capacité à faire face au stress, c'est la capacité à savoir se relever après un échec ou une non-réussite et savoir anticiper la prochaine qui va arriver. Je crois qu'un dirigeant, pour tenir sur ses deux jambes d'une façon durable, doit vraiment prendre soin de lui ou prendre soin d'elle et développer sa résilience, sa capacité à faire face à tout ça. Donc la résilience me paraît être important. Il y a une deuxième chose, c'est tout dirigeant de par ses décisions génère des conflits. Donc cette capacité à anticiper les conflits, à les gérer et à faire en sorte que les gens différents travaillent ensemble, ça serait mon deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est de soigner ses talents d'entrepreneur. Là encore, les études récentes ont fait émerger des caractéristiques typiques chez les entrepreneurs ou chez les intrapreneurs. Ça se fait de plus en plus, oui, en effet. Et je crois que le boulot d'un entrepreneur, c'est pas de décourager les gens qui ont un profil d'intrapreneur. Il y a de la place pour tout le monde. Quelquefois, les chefs d'entreprise veulent être les seuls à diriger. Je crois qu'ils ont à mieux travailler en équipe. Mon père, qui était manager de très nombreuses années, me disait souvent « un bon manager, c'est celui qui sait s'entourer ». Donc voilà un conseil intéressant à donner aux entrepreneurs, de savoir bien s'entourer avec des gens qui ont des compétences différentes et des profils de personnalité différents. Vous faites beaucoup de choses, Pascal. Vous faites du coaching, du consulting, de la formation et vous êtes même co-auteur de plusieurs livres. Alors comment vous arrivez à organiser votre temps? C'est quoi la journée type de Pascal Legrand? Alors cette journée type a beaucoup évolué ces temps derniers parce que moi maintenant je suis retraité, actif et retraité avant tout, c'est-à-dire que j'ai profité de l'âge de mes 61, presque 62 ans pour prendre ma retraite officielle. Et puis, du coup, parce que quand j'étais salarié de cabinet conseil, c'était des journées très longues, des semaines très longues. Dans notre métier de formateur consultant, indépendant ou salarié, c'est souvent un métier où il faut trouver ses propres clients. Il faut organiser ses missions, il y a une partie aussi administrative dont il faut s'occuper. C'est très vite des semaines de 70-80 heures. Combien dans mon passé, les samedis et dimanches, ils sont passés, soit pour préparer mes interventions, soit pour faire de l'administratif, soit pour faire des rapports de stage, voilà. S'occuper de l'humain, ça prend du temps.
Oui, mais non, c'est pas uniquement l'humain, c'est de faire bouillir la marmite. C'est quand vous êtes salarié d'un cabinet conseil, vous avez des objectifs commerciaux à atteindre, et puis votre patron vous attend au tournant. Alors vous êtes peut-être sur le champ du développement personnel, mais il faut que ça soit du développement commercial commercialisé. Voyez-vous ce que je veux dire? Quelquefois, vous avez des consultants qui enseignent des techniques, des choses qu'ils ne vivent pas eux-mêmes dans leur propre entreprise. Bref, et alors, quand ceci a changé, alors j'ai réorganisé complètement mes priorités. Aujourd'hui, je dirais par rapport à ce que je faisais avant, c'est peut-être du mi-temps, à peu de choses près. Donc au lieu de faire 120, 130 jours d'intervention par an, aujourd'hui c'est plutôt une soixantaine. Et avec ce luxe extraordinaire de pouvoir choisir mes clients et mes missions. Donc ma semaine type, c'est peut-être aujourd'hui 2 journées, 3 journées d'intervention en entreprise, et le reste du temps, ce sont des lectures, de la recherche, de la formation et des loisirs. Profiter de la vie. Vous savez, moi j'habite en Touraine et on fait des rencontres passionnantes dans les petits bistrots. Quand on prend le café le matin, quand on va discuter avec les gens, ma foi, on apprend des choses ou quand je passe mon petit tour à pied, que je discute avec un petit papy qui est jardinier, qui me donne des conseils sur comment éviter d'avoir des fraises qui sont pas de bonne qualité. Voilà, c'est aussi ça la vie, c'est de rencontrer des gens en dehors du travail. Ça c'est vrai, prendre le temps de rencontrer des gens, de parler avec eux, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins. On est toujours sur notre smartphone, là, sur les réseaux sociaux. On a l'impression d'interagir, mais en réalité, on perd vraiment cette notion, je trouve. Ouais, on va parler des conseils tout à l'heure à donner aux dirigeants ou aux managers. Je crois que je pourrais ajouter un conseil, c'est à prendre soin d'eux. Très peu de dirigeants, de managers ne prennent pas suffisamment soin d'eux. Donc, voilà, ils arrivent très vite à se fatiguer, à s'épuiser, à avoir la difficulté à se ressourcer. Et le métier de dirigeant est un métier solitaire. Donc, s'ils n'utilisent pas suffisamment leur réseau personnel ou relationnel, là encore, c'est du développement personnel, ça. Ça, c'est vrai que c'est un excellent conseil qu'on ne cessera jamais de répéter. Prendre soin de soi, c'est vraiment hyper important. Et ne pas attendre justement la retraite pour pouvoir faire des choses qu'on aime. Absolument. J'ai un conseil que je donne souvent à mes clients en développement personnel ou en coaching. Je leur dis, écoutez, prenez un rendez-vous 1 fois par semaine avec vous-même et faites ce qui vous fait plaisir, en sachant que ce rendez-vous est un rendez-vous prioritaire et qu'il n'est pas à déplacer. Alors chacun le place où il veut, mais c'est dans la semaine, 1 heure, 2 heures, une demi-journée maximum, rendez-vous avec soi-même et je fais ce qui me fait plaisir. Voilà une bonne façon de se ressourcer. Excellent, excellent. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille de faire à tout le monde. Moi-même, je l'avoue, je suis mauvaise élève. Je le fais pas toujours parce qu'on est toujours pris par le travail, tout ce qu'on doit faire. Et quand je le fais pas, je le ressens beaucoup. J'ai une baisse d'énergie, le moral qui descend un peu. Le fait de prendre rendez-vous avec soi-même, c'est primordial. Et écouter son corps, parce que là encore, je vous parlais de résilience en environnement professionnel là tout à l'heure. Il y a un des 7 paramètres importants dans la résilience en environnement professionnel, c'est rester en bonne santé. L'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Voilà, c'est important de prendre soin de soi. Juste avec des petites choses simples. C'est avec des choses simples qu'on a souvent de bons résultats. Lorsque vous regardez votre parcours, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez fait ? J'ai mis du temps, parce que je suis un perfectionniste, j'ai mis du temps à l'admettre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, depuis quelques bonnes années maintenant, oui. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. J'ai cette chance extraordinaire d'avoir pu choisir, avec le hasard des rencontres, je le disais tout à l'heure, d'avoir pu faire un métier qui me plaît. C'est un métier qui me ressource. Quelquefois, le fait de pratiquer mon métier, c'est aussi bon que d'avoir un loisir, tellement c'est passionnant. Voilà, si vous arrivez, les auditeurs ici qui nous écoutent, à faire un métier qu'ils aiment, alors c'est extraordinaire, ça donne du sens à sa vie. Parce qu'une fois qu'on sera amené à passer à autre chose, eh bien, il faut savoir se retourner et dire, alors, est-ce que je suis content de ce que j'ai fait ? Pour moi, la réponse est oui. Et avec l'expérience que vous avez, quel conseil vous donneriez au Pascal Legrand à l'âge de 20 ans ? De soigner ses amis. Ses amis. La famille, bien sûr, mais ses amis. L'amitié, la véritable amitié, moi j'ai des amis de 40 ans. Soigner ses amis, quelquefois l'activité professionnelle fait qu'on délaisse la famille et les amis.
Si j'avais un conseil à donner à Pascal Legrand à 20 ans, je dirais garde tes amis. Vous m'aviez dit que vous aimiez beaucoup la lecture. Quel livre vous nous recommandez? Aucun. Aucun? Alors, c'est une histoire tout à fait personnelle. Ce que je fais depuis des années, c'est que quand je choisis un livre, je musarde. Je n'ai pas d'idée de ce que je vais acheter comme livre. J'ai un de mes amis et confrères qui me disait quand la vie ne va pas bien, il faut savoir écouter les signes. Et les signes sont les gens que nous rencontrons et les livres que nous rencontrons. Nous rencontrons les livres et les gens, on ne les rencontre pas par hasard. C'est à un moment donné, tac, c'est ce livre-là que j'ai besoin de lire. Combien de fois ça m'est arrivé de me promener dans les rayons d'une librairie, mais une vraie librairie, pas un marchand de livres, et puis de regarder les livres, de lire les commentaires, et d'ouvrir le livre, un livre au hasard, à une page au hasard, et en disant, mais c'est ça dont il s'agit. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Les livres sont des personnes que nous rencontrons pas par hasard. Donc voilà, après, c'est se laisser aller à la découverte de livres. Ça peut être un bon roman, ça peut être un classique, ça peut être un livre de réflexion, ça peut, voilà, soit que... Il y a un de mes maîtres à penser, il y a très longtemps, qui s'appelait Fritz Perls, qui est un spécialiste américain du développement personnel, disait la chose suivante. Je ne suis pas en ce monde pour répondre à tes attentes, tu n'es pas en ce monde pour répondre aux miennes. Si par hasard nous nous rencontrons, c'est merveilleux, sinon nous n'y pouvons rien. Je crois que c'est une belle façon de terminer cette interview. Merci beaucoup Pascal Legrand pour tout ce que vous avez partagé avec nous, pour tous vos conseils. Mais attention, ce n'est pas encore tout à fait fini. J'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? J'écoute les informations. Quel métier vous rêviez de faire étant enfant ? Enseignant. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Mon père. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? C'est un livre sur la gestion des conflits. Quelle est votre plus grande peur ? L'avenir. À quand remonte la dernière fois que vous êtes disputé avec quelqu'un ? Avant-hier. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier ? De mon parcours professionnel. Quel animal vous représente le mieux ? Le bulldog anglais. Quelle application utilisez-vous le plus ? LinkedIn. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Au bord de l'Indre. Quel est votre film ou documentaire préféré ? La ligne verte. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je crois à l'entreprise humaine, à taille humaine. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? Le jour où j'ai posé mes fesses sur un coussin à l'Institut français d'analyse transactionnelle. Quel est votre plus grand regret ? De ne pas avoir suivi mon intuition plus tôt. Quelle est la tâche que vous avez tendance à remettre toujours au lendemain ? Ma note de frais. Quelle est votre plus grande phobie ? Je déteste les araignées. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? À force de travail. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? De trop travailler. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? De me dire qu'est-ce que j'ai fait bien aujourd'hui. Merci beaucoup Pascal Legrand d'avoir répondu à toutes mes questions. Petit aparté, je confirme, La Ligne Verte, c'est un excellent film qu'on recommande à tout le monde. D'accord. Okay. Si on veut en savoir plus, où peut-on vous retrouver ? Le mieux, c'est de me joindre à l'Institut Repère, où je suis très souvent en intervention. Donc l'Institut Repère est à Paris, dans le 12e arrondissement. On trouve les coordonnées très facilement sur Internet. D'accord, très bien, c'est noté. Merci encore. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci, à bientôt j'espère. J'espère que cet entretien avec Pascal Legrand et tous ses conseils vont vous aider à mieux vous connaître, pour améliorer vos relations avec les autres et surtout gagner confiance en vous. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Si l'émission vous a plu, rendez-vous dès maintenant sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles et abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao!